Donc, on va enchaîner avec les retards de maturation. Vous avez vu comment on peut discriminer toutes les situations où on peut s'attendre à avoir un défaut de maturation. Et donc, vous rappelez qu'en fait, le docteur Franco vous a expliqué que maintenant, le mapping systématique éco-Doppler ne l'est plus pour les Américains. Mais en fait, quand on prend en détail la population qui est à risque d'avoir un défaut de maturation, on s'aperçoit que ça représente la quasi-totalité de nos patients, bien entendu, sauf les jeunes, chez qui, de toute façon, l'examen clinique évident peut permettre d'aller vers une solution chirurgicale d'abord vasculaire, bien que, vous l'avez vu, M. Franco vous l'a montré, on a quand même tout ce côté d'exploration hémodynamique pour donner la fonctionnalité de la veine, des tissus mous et la fonctionnalité de l'arbre artériel qu'on ne pourra jamais avoir complètement avec tous les examens cliniques que l'on connaît. Vous rappelez aussi qu'il faut faire attention quand il faut absolument ponctionner une fistule qui vient d'être réalisée. C'est un abord qui est précieux. La ponction précoce peut s'avérer délétère et il n'est pas recommandé de ponctionner précocement un abord vasculaire s'il y a échec. S'il y a échec. Elle ne sera pas délétère s'il n'y a pas échec. Lorsqu'on est dans une fistule qui est en retard de maturation, est-ce qu'il faut la ponctionner ou pas? Si on peut assurer qu'il n'y aura pas d'échec par éco-guidage, par exemple, pourquoi pas? Sinon, il faudra passer par les recommandations, c'est-à-dire par un cathéter veineux central, tunnelisé ou non, selon le délai d'utilisation qu'on espère, et ne pas risquer d'avoir des séquelles péjoratives pour cet abord vasculaire. Une recommandation, les doquis estiment et recommandent qu'il faut examiner une fistule au moins à 6 semaines. La Société francophone d'abord vasculaire recommande une exploration à 4 semaines, entre 4 et 6 semaines, afin d'avoir déjà une connaissance de cet abord vasculaire, de pouvoir aider à la définition des sites de ponction sans qu'il y ait de séquelles. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les retards de maturation? On a des facteurs prédictifs de maturation qu'on peut mettre en évidence 4 semaines après la création. L'examen clinique a une valeur prédictive positive qui est assez élevée. L'éco-Doppler va permettre de voir si on répond ou pas à ces règles des 3-6 ou des 4-6. Donc je vous rappelle ces règles qui définissent la fistule mature, donc avoir un diamètre veineux d'au moins 6 mm pour une profondeur, une épaisseur de panicule adipeux inférieure à 6 mm, avoir un débit d'abord vasculaire d'au moins 600 ml par minute, et dans les critères de DOP sont rajoutés à 6 semaines de développement. Donc ce qui ne répond pas à ces critères-là, ce qui ne permet pas d'avoir une fistule facilement ponctionnable avec 2 aiguilles et de pouvoir établir de manière répétée un programme d'épuration extra-rénale avec un débit sanguin supérieur ou égal à 300 ml par minute, va définir une fistule immature à 3, voire à 6 mois. Lorsqu'on n'a pas ces critères-là, on est dans le cas d'une fistule immature. Donc, qu'est-ce que l'on a à l'examen clinique? Sous garrot, une veine peu dilatée, même en faisant des manœuvres d'hyperémie, des manœuvres, des manœuvres musculaires d'ouverture-fermeture de la main, on aura une veine qui va apparaître peu dilatée. On est à distance de la création de l'abord vasculaire, et lorsqu'on va palper, on aura un frémissement ou un thrill assez faible, et si on ausculte, on aura un souffle assez faible. Ou alors, on va avoir au niveau anastomotique, au niveau de la cicatrice, carrément un souffle plutôt piaulant, presque sifflant, qui va nous décrire le passage du sang au travers d'une anastomose très serrée ou d'une lésion juxta-anastomotique artérielle très serrée. On peut avoir une pulsatilité cutanée au niveau anastomotique, parfois qui va être très peu perceptible, et à la palpation, on sentira cette pulsatilité, c'est-à-dire on va sentir un petit segment de peau qui pulse sous le doigt, donc un signe pathognomonique d'une sténose serrée. Et parfois, ce segment veineux pulsatile est très court. Il est le signe d'une sténose juxta- ou para-anastomotique, c'est-à-dire dans le centimètre ou le centimètre et demi qui suit l'anastomose. Et cliniquement, c'est vraiment avec le bout du doigt qu'on va sentir cette pulsatilité sous la pulpe du doigt qui va signer qu'il y a un segment veineux qui est en hyperpression, l'écoulement du sang est gêné, et lorsqu'on va ausculter, on aura un souffle piaulant. Plus la sténose sera serrée, plus on aura un souffle piaulant. Toute la veine en aval sera peu dilatée et gonflera peu sous l'effet du garrot. Qu'est-ce qu'il va falloir faire
pour aller diagnostiquer la cause de ces retards de maturation, eh bien, il va falloir identifier, localiser les lésions, donc essentiellement des lésions de sténose. Vous l'avez vu sur la présentation au préalable. Alors parfois, le mapping a permis de repérer ces lésions sténotiques et a permis de prédire sur le résultat de la cartographie préopératoire qu'il faudra un deuxième temps d'assistance. Donc parfois ça a été prévu, parfois non. Donc c'est l'examen clinique qui va dire on est à 6 semaines, on est à 3 mois, au-delà de 6 semaines, on ne peut pas utiliser la fistule, l'examen clinique ne permet pas de définir qu'on a une bonne maturation. On fait un examen vasculaire spécialisé qui va s'appuyer, vous l'avez vu, essentiellement sur l'écho-doppler, et puis on va pouvoir faire le diagnostic et localiser les lésions qui devront être traitées. Alors, est-ce qu'il va marcher cette fois-ci? Non, je ne l'ai toujours pas. Alors, j'avais un film de sténose, c'était pour vous montrer comment on avait ce frémissement, cette vibration des tissus sous-cutanés. C'est pas grave. Donc voilà une sténose de la région para-anastomotique. On est au-delà du centimètre qui suit l'anastomose. On a une lésion classique sur une sclérose de valvule, mais on pourra très bien avoir également des sténoses juxta-para-anastomotiques sur une rétraction fibreuse de la veine ou sur de l'hyperplasie. Et bien entendu, ceci est un frein au développement de la fistule. On va voir les mêmes choses sur le versant artériel cette fois-ci. On a parlé de la fragilité du talon de l'anastomose. Donc le talon de l'anastomose, c'est la zone juxta-anastomotique de l'artère afférente. Donc là où le chirurgien va commencer son point de surjet. C'est une zone de fragilité parce qu'il va y avoir un remodelage de cette zone artérielle suite à la création de la communication artério-veineuse. Et ce remodelage va entraîner une restriction de diamètre, une sténose. Mais parfois, cette sténose, qui est quasi obligatoire, ne va pas gêner le développement et la maturation de la fistule. Lorsqu'on est dans le cadre d'un retard de maturation, il faut de suite aller chercher s'il n'y a pas eu un remodelage avec une sténose très serrée du talon de l'anastomose, qui fait qu'on ne perçoit rien du tout sur le plan veineux sous l'effet du garrot. Et lorsqu'on va ausculter, on va avoir un souffle piaulant. Le sang va passer au travers de cette sténose très serrée. Donc il faut la localiser, mais on peut également avoir des lésions qui sont distribuées tout le long de l'axe artériel qui artérialise la fistule artério-veineuse. Et parfois, on aura une médiacalcose, c'est-à-dire qu'on va avoir des lésions étendues sur toute la longueur de, ici, en l'occurrence, l'artère radiale, mais ceci est prévisible sur l'examen préopératoire. On va par exemple avoir le cas d'une médiacalcose due à une atteinte artérielle sur une macroangiopathie diabétique. Donc on peut très bien le prévoir. On aura quand même une artère de calibre suffisant pour permettre au chirurgien de tenter une artériotomie. Si l'artériotomie, malgré la médiacalcose, permet à l'artère de s'ouvrir, et si la veine a toute la fonctionnalité pour être suturée, on va avoir une fistule artério-veineuse qui va plafonner. On aura un retard de maturation puisque le débit va être très limité puisque l'arbre artériel ne peut pas se dilater sur toute la longueur. Mais ça, c'est prévisible, c'est préférable pour ce type de patient grévé de diabète et d'artériopathie distale, et on sait très bien que le chirurgien va devoir intervenir dans un deuxième temps, parce qu'on a prévenu le patient et l'équipe, pour faire ce qu'on appelle une recalibration de tout l'axe radial, de l'ostium jusqu'à l'anastomose avec des ballons longs, et ça marche très bien. Ces sténoses étendues de l'artère radiale ne récidivent pas. Et donc, si on ne fait pas ça, on a une fistule qui va débiter 400 ml minute et pas plus. Donc ça, c'est prévisible et parfois c'est voulu. On a ce retard de maturation qui a été programmé. Donc voilà, le diagnostic, on en a parlé tout à l'heure sur l'écho-doppler des sténoses artérielles qui repose sur de l'hémodynamique et sur des études de flux de Doppler. Et ensuite, que fait-on une fois qu'on a fait tout ce diagnostic? Eh bien, on va pouvoir optimiser le geste interventionnel, la plupart du temps qui va reposer sur des thérapies endovasculaires, par voie artérielle ou par voie veineuse, ou par les deux lorsqu'on a des lésions qui sont étendues sur les deux composantes de la fistule artério-veineuse. Attention au diagnostic différentiel. La thrombose qui intervient dans les jours qui suivent la chirurgie anastomotique et qui va
montrer qu'en aval, on a une veine qui est totalement vidée ou plate, mais il faut faire attention, pas de souffle du tout à l'auscultation. Ce n'est pas un retard de maturation, c'est un défaut de maturation parce qu'on a eu une thrombose post-opératoire, ou bien une veine de drainage enfouie sous un panicule adipeux qui diminue la perception clinique des signes du frémissement, du souffle, mais parfois, Gilbert Franco vous l'a montré, on peut très bien avoir une veine enfouie alors qu'on a des véritables lésions artérielles et veineuses qui entraînent un retard de maturation. Voilà, je vous remercie.